9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Radiocratie, on est le lundi 14 décembre et il est 18h et on est en direct depuis le studio et vous écoutez l'émission numéro 54 de Radiocratie. Vous allez passer une heure en notre compagnie, comme tous les lundis, de 18 à 19h, Radio Primitive, fréquence 92.4 à Reims et via radioprimitive.fr. On est le 12 décembre, excusez-moi. Le Radiocratie, c'est une semaine sur deux de débats, discussions, chroniques, etc. et une semaine sur deux de la musique. Et aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale littérature. Donc je vais vous faire le sommaire dans un instant. Je vous rappelle rapidement que vous pouvez retrouver notre page Facebook qui s'appelle tout simplement Radiocratie. Vous pouvez écouter les podcasts de l'émission ou nous envoyer un petit mail si vous le souhaitez. Aujourd'hui, on va donc parler littérature. Il va y avoir dans quelques secondes un extrait de la pièce de Anouilh Antigone, mise en scène par Nicolas Briançon. Et on va entendre le tournant de la pièce, le dialogue entre Antigone et Créon, joué par Robert Hossein et Barbara Schultz, excusez du peu. Et mes oiseaux vous liront aussi quelques textes accompagnés parfois de musique pour vous faire passer un moment agréable près de votre radio, dans votre voiture, votre cuisine, votre salle de bain, votre toilette. Bref, dans les alcôves des volutes d'un canapé rouge enlacé de littérature. Alors justement, je vais vous les présenter, mes oiseaux, je les appelle comme ça parce que je les aime bien. Ils accompagneront vos oreilles pendant une heure et je vais donc vous faire le sommaire en même temps. Il est le grand chef de la régie, il va nous lire du Baudelaire et de la science-fiction en première partie d'émission, Boris. Salut. Elle va nous lire en tout début et en toute fin d'émission des extraits d'auteurs que je ne connais pas et pourtant à une époque c'était mon métier. Elle n'a pas son pareil pour nous sortir des trucs inconnus de derrière les fagots. Voici la désormais indispensable Juliette. Oh, bonsoir. Il va nous offrir en première partie d'émission un moment d'évasion au pays du soleil levant. Et puis on va avoir droit à un peu de littérature japonaise. Voici Polo. Bonsoir. Elle vient nous voir le plus souvent possible et elle nous lira en fin d'émission du Georges Picard et en milieu d'émission du René Char. Alors pour les jeunes qui ne connaissent pas, René Char, c'est un auteur génial et c'est pour ça qu'il est plus étudié à l'école. Bonsoir Célia. Bonsoir. Et enfin, il va nous lire en seconde partie d'émission des extraits de La Zone du dehors d'Alain Damasio et de 1984 de George Orwell. Voici Julien. Bonsoir tout le monde. Allez, Radiocratie spéciale littérature, c'est parti. Et pour commencer, en préambule à cette 54e émission, voici Barbara Schultz et Robert Hossein dans Antigone. Le bonheur. Un pauvre mot, hein. Et quel sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Mais tu es folle! Tais-toi! Non, je ne me tairai pas! Je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, pour être heureuse. Et tout de suite. Puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes Aimon. Oui, j'aime Aimon. J'aime un Aimon dur et jeune. Un Aimon exigeant et fidèle comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si Aimon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi,
s'il doit devenir près de moi le monsieur aimant, s'il doit apprendre à dire oui lui aussi, alors je n'aime plus aimant. Tu ne sais plus ce que tu dis. Tais-toi. Oh, si je sais ce que je dis. Seulement c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant. D'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse, votre ventre. Je ris, Créon. Parce que je te vois à 15 ans tout d'un coup, et c'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. La vie t'a seulement rajouté ces petits plis sur le visage et cette graisse autour de toi. Écoute, tu vas te taire à la fin. Mais pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison? Tu crois que je ne le vois pas dans tes yeux, que tu le sais? Tu sais que j'ai raison. Mais tu ne l'avoueras jamais, parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment, comme un os. Oui, le tien, et le mien. Imbécile. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur. Avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant. Mais moi, je veux tout. Et tout de suite. Et que ce soit entier, ou alors je refuse. Je ne veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'ai été bien sage. Je veux être sûre de tout, aujourd'hui. Et que ce soit aussi beau que quand j'étais petite, ou mourir. Voilà. Tu commences. Commence comme ton père. Comme mon père. Comme mon père, oui. Nous sommes de ceux qui posent les questions jusqu'au bout. Voilà, c'était donc un extrait d'Antigone de Anouilh mis en scène par Nicolas Briançon et c'était Barbara Schulz qui joue Antigone et comment il s'appelle ? Robert Hossein, qui joue Créon. Et c'est quand même un grand moment de théâtre. Alors, c'est maintenant Juliette qui va nous lire un extrait d'un livre qui s'appelle La vie et demie de Sonny Labou-Trancy. C'est aux éditions du Seuil, c'est paru en 1979. On t'écoute, Juliette. Oui, Sonny Labou-Trancy, pas Trancy. Trancy, pardon, excuse-moi. Oui, j'ai noté Trancy en plus. Oui. Trancy. Oui, donc Sonny Labou-Trancy, c'est un auteur emblématique congolais qui est surtout reconnu pour ses pièces de théâtre, mais qui a écrit un roman qui s'appelle La vie et demie. La vie et demie, finalement, c'est l'histoire de la dictature en Afrique et de ces dictateurs qui tuent leur population. Mais enfin bon. Ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est son introduction, car en fait, il va nous expliquer qu'il sait pourquoi il écrit. Et pour introduire, je pense, cette petite chronique littéraire, émission littéraire, je trouve que ça peut être intéressant. Je commence. La vie et demie, ça s'appelle écrire par étourderie. Oui, moi qui vous parle de l'absurdité de l'absurde, moi qui inaugure l'absurdité du désespoir, d'où voulez-vous que je parle sinon du dehors? À une époque où l'homme est plus que jamais résolu à tuer la vie, comment voulez-vous que je parle sinon en chair, mot de passe? Chair, c'est écrit comme la chair de notre corps. J'ose renvoyer le monde entier à l'espoir, et comme l'espoir peut provoquer des sautes de viande, j'ai cruellement choisi de paraître comme une seconde version de l'humain. Pas la dernière, bien entendu, pas la meilleure, simplement la différente. Des amis m'ont dit, je ne saurais jamais pourquoi j'écris. Moi, par contre, je sais, j'écris pour qu'il fasse peur en moi. Et comme dit Ionesco, je n'enseigne pas, j'invente. J'invente un poste de peur en ce vaste monde qui fout le camp. À ceux qui cherchent un auteur engagé, je propose un homme engageant. Que les autres, qui ne seraient jamais mes autres, me prennent pour un simple menteur. Évidemment, l'artiste ne pose que l'une d'une infinité des ouvertures de son œuvre. Et à l'attention des amateurs de la couleur locale qui m'accuseraient d'être cruellement tropical et d'ajouter de l'eau au moulin déjà inondé des racistes, je tiens à préciser que La vie et demie fait ces tâches que la vie seulement fait. Ce livre se passe entièrement en moi. Au fond, la terre n'est plus ronde, et elle ne le sera jamais plus. La vie et demie devient cette fable qui voit demain avec des yeux d'aujourd'hui. Qu'aucun aujourd'hui politique ou humain ne vienne s'y mêler, cela prêterait à confusion. Le jour où me sera donné l'occasion de parler d'un quelconque aujourd'hui,
Je ne passerai pas par mi-chemin, en tout cas pas par un chemin aussi tortueux que la fable. Et voilà. Merci beaucoup Juliette, on passe à la suite. Alors, c'est maintenant Boris qui va nous lire un extrait de Baudelaire, un poème qui s'appelle L'amour et le crâne, sur le thème musical de Icarus Human Revolution. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est exactement ça. L'amour et le crâne, vieux cul de lampe. L'amour est assis sur un crâne de l'humanité, et sur ce trône profane, au rire effronté, souffle gaiement des bulles rondes qui montent dans l'air, comme pour rejoindre les mondes au fond de l'éther. Le globe lumineux et frêle prend un grand essor, crève et crache son âme grêle comme un songe d'or. J'entends le crâne à chaque bulle prier et gémir. Ce jeu féroce et ridicule, quand doit-il finir ? Car ce que ta bouche cruelle éparpille en l'air, assis, monstre assassin, c'est ma cervelle, mon sang et ma chair. Merci beaucoup Boris pour cette lecture de Baudelaire. On passe à la suite. On en arrive maintenant à l'instant Japon. Polo, tu vas nous lire de la littérature japonaise. C'est cela, tout à fait. Alors voilà, je vais vous lire 3 extraits de 3 auteurs différents qui ont 3 écritures et des visions différentes de leur monde du Japon, et voilà, on va voir tout ça ensemble. Alors je me suis principalement focalisé sur la place des femmes au Japon, et donc 3 extraits où la femme a un rôle assez différent, mais on va voir que la femme est à la fois un objet de malheur, de désir et de fascination. Voilà, on va commencer par un premier extrait de Ueda Akinari, le conte Le Capuchon Bleu, écrit à la fin du XVIIIe siècle. C'est parti. Keiwan écouta ce récit, puis il dit « En ce monde, il est des événements bien étranges. En règle générale, les êtres qui, nés humains, mais ignorant l'ampleur de l'enseignement des Bouddhas et Bodhisattvas, achèvent leur vie dans la sottise et l'opiniâtreté, sont entravés par les forfaits dus aux passions et à la malignité. Tantôt se manifestant sous leur aspect antérieur, ils assouvissent leurs ressentiments, tantôt changés en démons, en serpents monstrueux, ils accomplissent leur malédiction. De l'Antiquité à nos jours, les exemples en sont innombrables. Il y a ceux aussi qui, de leur vivant d'homme, se transforment en démons. Une dame du palais du roi de Chu devint serpent. La mère de Wang Han devint un démon féroce. La femme de Wuncheng devint papillon de nuit. Jadis encore, un certain moine en voyage s'était arrêté pour la nuit dans une misérable cabane. La pluie et le vent faisaient rage cette nuit-là. Et dans cette angoissante solitude, sans même une lampe, il était là, sans parvenir à dormir, quand, au fond de la nuit, quelque chose qui faisait entendre le bêlement d'un mouton, au bout d'un moment, pour s'assurer du sommeil du moine, le flaira avec insistance. Le moine trouva cela suspect, et quand, du bout du bâton de méditation posé à son chevet, il lui asséna un grand coup, la chose s'écroula sur place en poussant un grand cri. Au bruit, la vieille hôtesse vint avec une lampe allumée, et vit qu'il y avait là une jeune femme effondrée à terre. La vieille, tout en larmes, le priait de lui laisser la vie. Que faire ? Les laissant là, il quitta cette maison. Plus tard, l'occasion s'en présentant, il passa de nouveau par ce village, et voici qu'au milieu des champs, un grand nombre de gens étaient rassemblés et regardaient quelque chose. Le moine s'étant approché, ayant demandé ce qui se passait, les villageois lui racontèrent qu'ils s'étaient emparés d'une jeune femme changée en démon, et qu'ils étaient en train de l'enterrer. Toutefois, il s'agit là toujours de femmes, et je n'ai jamais eu connaissance d'un cas de ce genre à propos d'un homme. En général, c'est sous l'effet de l'opiniâtreté de leur nature que les femmes se métamorphosent en de tels répugnants monstres. Parmi les hommes, pourtant, il y eut bien un certain Machu Meu, vassal de l'empereur Yang de Suwei. Aimant la chair de jeunes enfants, il enlevait en secret des enfants du peuple, les faisait cuire à la vapeur et les dévorait. Mais c'est un cas de barbarie répugnant, différent de celui que vous m'avez exposé. Merci beaucoup Polo. À noter que la musique c'était Yoshida Brothers et le titre c'est Evening Calm, la musique que vous venez d'entendre pendant que Polo lisait. Donc on va rester au Japon avec Polo. Exactement, et là on est avec un auteur du XXe siècle, Haruki Murakami,
et c'est un extrait du roman Le Passage de la nuit, écrit en 2004. La chambre est sombre. Notre regard s'habitue peu à peu à l'obscurité. Une femme dort dans le lit. Une belle jeune femme, Eri, la sœur aînée de Marie. Eri Asai. Personne ne nous l'a dit, mais nous avons deviné. Un torrent de cheveux noirs déborde de son oreiller. Nous nous confondons avec un œil qui regarde, ou mieux peut-être, avec un regard caché qui vole l'image de cette femme. Devenu caméra suspendue en l'air, notre œil est apte à se déplacer librement dans la chambre. Pour le moment, la caméra se trouve juste au-dessus du lit et cadre le visage endormi de la femme. De temps en temps, les angles de vue changent, tout comme des yeux qui clignent. Il y a de jolies lèvres, bien dessinées, étroitement closes. À première vue, l'œil ne perçoit même pas un soupçon de souffle. Une mise au point plus précise lui permet de distinguer un mouvement imperceptible, à la hauteur de la gorge. Donc au moins, elle respire. La tête d'Eri repose sur l'oreiller, dans une position qui lui permet de regarder le plafond. En réalité, elle ne regarde rien. Ses paupières sont fermées, telles des bourgeons recroquevillés en hiver. Son sommeil est profond. Sans doute ne rêve-t-elle pas. À force d'observer Eri Asai qui dort, l'œil sent progressivement qu'il y a quelque chose d'inhabituel dans ce sommeil, d'une pureté extrême, d'un accomplissement absolu. Pas un muscle du visage, pas un cil ne frémit. Le cou fin et blanc, un objet d'art d'où émane une parfaite sérénité. Le menton, petit, présente des angles tout à fait harmonieux. Même dans un état de sommeil profond, personne ne s'aventure aussi loin, personne ne lâche à ce point les rênes de son esprit. La conscience exceptée, les fonctions nécessaires au maintien de la vie sont conservées. Ainsi les battements de cœur et la respiration indispensables au minimum vital. Il semble que son existence repose sur une mince frontière, laquelle sépare la vie de la non-vie, et même qu'elle y repose discrètement, entourée d'infinies précautions. Aucun moyen de savoir pourquoi ni comment une situation de ce genre est advenue. Eri est assidûment, profondément enveloppé dans son sommeil, comme plongé dans de la cire tiède. À l'évidence, il y a quelque chose de tout à fait incompatible avec le naturel. Voilà à peu près ce que l'on est en mesure de comprendre pour le moment. Merci Polo pour cette très jolie lecture de Haruki Murakami. Ce qu'on entendait, la musique de fond, c'était Mono avec Dream Odyssey. Et on va maintenant finir ce petit instant japonais. Ce que vous allez entendre comme musique, c'est Delia Derbyshire. Ça s'appelle Air. Et c'est un autre Murakami. C'est ça. Là, nous sommes avec Ryu Murakami. C'est un extrait du roman Ecstasy. Kataoka Keiko ne me demanda pas si je savais où situer cette limite. Elle était restée immobile, les yeux tombantes, le regard imperturbablement fixé sur le verre devant elle, et n'avait pas cherché à m'interroger alors qu'elle observait systématiquement mes réactions dès qu'elle prononçait un mot, qui pouvait apparaître comme un terme clé. De profil, son visage me parut soudain étonnamment vieilli. On lui aurait donné 30 ou 40 ans. Non, on aurait pris une photo d'elle à cet instant que n'importe qui aurait cru, si on lui avait affirmé, avoir affaire à une actrice dans la soixantaine, après un lifting. Non pas au sens où cette face avait soudain perdu toute expressivité, mais où une chose semblait avoir marqué au plus profond la peau de ce visage. J'avais pensé que seul le plaisir et la débauche avaient façonné cette femme, mais je me rendais compte à présent qu'il y avait autre chose. Une chose semblable à ce que j'avais ressenti la première fois que j'avais entendu sa voix sur le répondeur. Sa présence était en train de m'anéantir, et je cherchais dans ce désespoir qui l'habitait ce qui pourrait me sauver. Je cherchais vainement le moyen de refouler ce désir noir, de me prosterner devant elle. Un instant, je crus qu'elle était sur le point de fondre en larmes, qu'elle allait s'effondrer devant moi ou se mettre à hurler. Mais cette sorte de barrière dont elle était entourée et qu'elle m'opposait n'avait pas cédé. Et je sentis au contraire que ce désespoir, aussi lourd que le plomb, me contraignait à faire un nouveau pas en arrière. Je ne savais que faire pour lui venir en aide, et cette pensée m'était insupportable. Je me dégoûtais.
J'aurais voulu la supplier de me punir, qu'elle m'autorisât à me prosterner devant elle, qu'elle me dominât. J'aurais voulu lui donner le droit de vie et de mort sur ma personne. La force de désespoir qu'elle m'opposait était en train de me violer et de faire voler en éclats tout ce qui me constituait en tant que personne. J'avais l'impression que mes sentiments, la somme de mes expériences, ce que je sentais avoir toujours su, que tout en moi était rangé de l'intérieur par une armée de termites. Après ce qu'elle venait de dire, il me devint insupportable de rester assis et de continuer à l'écouter. Je savais que j'aurais dû faire quelque chose, mais j'ignorais quoi. Un acte dont j'aurais été le premier surpris, me rouler sur le sol, baisser mon froc, frotter mon sexe sur le tapis, mordre, briser, mâcher le verre où Kataoka Keiko venait de boire, ou me lacérer la poitrine avec le couteau qui traîna près de la corbeille à fruits. Voilà ce que j'avais envie de faire, et cela m'effraya. Je voulais nier quelque chose. Sans doute voulais-je concrètement lui montrer que j'étais prêt à renoncer à ce que j'avais été, à ce que ma vie avait toujours été. Merci beaucoup, Polo. Et oui, c'est quand même la preuve aussi que la littérature, c'est aussi drôle parce qu'il a failli quand même rigoler. C'est Polo. ça. Et on passe à la suite. Alors Boris, donc toi tu vas nous lire un extrait de Douglas Adams, ça s'appelle Le Guide du voyageur galactique, et on va écouter en même temps Journey of the Sorcerer de The Eagles. C'est parti. Alors je vais déjà présenter un petit peu le H2G2, le guide du voyageur intergalactique de Douglas Adams. Sachez que c'est la première trilogie en 5 volumes, c'est pas possible me direz-vous. Et si je vous disais que la première édition a été illustrée, en français je parle, par Marcel Gottlieb, ça vous aide pour revoir un petit peu le côté burlesque de la chose ? Donc H2G2, le guide du voyageur intergalactique, ou The Hitchhiker Guide to the Galaxy en VO, et de la science-fiction humoristique de haut vol. Alors, on pourrait résumer le livre au flegme anglais, oui, le flegme légendaire, à comment garder et comment le garder, quoi. Le héros, Arthur Dent, va se retrouver dans le roman confronté à apprendre que sa maison va être détruite, que son meilleur ami est un extraterrestre, que la Terre va être détruite et que l'humanité n'est pas l'espèce la plus intelligente sur la planète. Donc je vais vous lire un extrait d'un moment assez important, très drôle. Il y a 2 missiles qui foncent sur leur vaisseau et ils ont enclenché ce qu'on appelle un générateur de probabilité improbable, et les missiles se transforment, les 2 missiles se font transformer chacun en un cachalot et un pot de pétunia, et je vais vous expliquer ce qui se passe. Une autre chose sur laquelle on omit d'épiloguer, ce fut que, contre toute probabilité, un cachalot s'était soudainement matérialisé à plusieurs kilomètres au-dessus de la surface d'une planète étrange. Et vu d'une telle position, se révèle difficilement tenable pour un cachalot. La pauvre innocente créature eut fort peu de temps pour assimiler son identité de cachalot, avant de devoir assimiler l'idée de ne plus être un cachalot du tout. Voici donc la consignation détaillée de l'ensemble de ses pensées depuis le moment où commença son existence jusqu'à celui de sa fin. Ah, que se passe-t-il, songea-t-il. Excusez-moi, mais qui suis-je? Hello, pourquoi je suis ici? Quel est le but de ma vie? Que veux-je dire par qui je suis? Du calme. Ressaisissons-nous, maintenant. Oh, voilà que c'est une intéressante sensation. Qu'est-ce que c'est? Comme une impression de creux, de picotement dans mon... Bon, je suppose que je ferais mieux de commencer d'abord par trouver des noms pour les choses si je veux espérer progresser dans ce que, pour la beauté de ce que j'appellerais ma démonstration, j'appellerais le monde. Alors appelons ça mon estomac. Bon, oh, mais c'est ce que ça s'amplifie. Eh mais qu'est-ce que c'est ce sifflement rugissant entourant ce jusqu'à ce même je viens de décider de baptiser ma tête. Peut-être que je peux appeler ça le vent. Est-ce un nom bien choisi? Il fera avec. Peut-être que j'en trouverai un meilleur plus tard quand j'aurai découvert à quoi ça sert. Ce doit certainement être quelque chose de très important, vu tout le sacré foin qu'il peut faire. Et ça, c'est quoi cette petite, appelons ça une queue? Oh ouais, une queue. Je sais drôlement bien battre avec. Waouh, c'est super. Ça a pas l'air de donner grand-chose, mais je trouverai sans doute plus tard une utilité. Voyons maintenant, ai-je édifié une image cohérente du monde? Non, tant pis, hein. C'est déjà tellement excitant, toutes ces choses à chercher, toutes ces choses à découvrir, la tête m'en tourne à l'avance. À moins que ce ne soit le vent.
Il y a un sacré vent maintenant, non? Oh, ouah! Et qu'est-ce que c'est cette chose qui me fonce soudainement dessus très vite? Et très très vite. Si grosse et plate et molle. Il faudrait que je lui trouve un nom évocateur. Voyons, grosse, molle, grolle, sol, c'est ça. C'est un bon nom, ça, le sol. Je me demande si on va être copains tous les... Et tout le reste, après un brusque choc, mou, ce ne fut plus que le silence. Fait semblablement curieux, la seule chose à traverser l'esprit du pot de pétunia pendant sa chute fut « Oh non, pas encore !» Bien que les gens ont estimé que nous savions exactement pourquoi le pot de pétunia avait pensé ça, nous le saurions bien plus sur la nature profonde de l'univers, et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Merci beaucoup Boris pour cette lecture, et on passe à la suite. Alors Célia, rebonjour. Rebonjour. Tu vas nous lire un poème de 1945 qui s'appelle J'habite une douleur de René Char. Oui, alors René Char, c'est pas évident à lire parce que il marche par images successives. Donc je vous laisse vaguer à vos évocations personnelles. Et la musique, c'est Time is the Enemy de Cantique. Ne laisse pas le soin de gouverner ton cœur à ces tendresses parentes de l'automne, auxquelles elles empruntent sa placide allure et son affable agonie. L'œil est précoce à se plisser. La souffrance connaît peu de mots. Préfère te coucher sans fardeau. Tu rêveras du lendemain et ton lit te sera léger. Tu rêveras que ta maison n'a plus de vitres. Tu es impatient de t'unir au vent qui parcourt une année en une nuit. D'autres chanteront l'incorporation mélodieuse, les chairs qui ne personnifient plus que la sorcellerie du sablier. Tu condamneras la gratitude qui se répète. Plus tard, on t'identifiera à quelques géants désagrégés, seigneurs de l'impossible. Pourtant, tu n'as fait qu'augmenter le poids de ta nuit. Tu es retourné à la pêche aux murailles, à la canicule sans été. Tu es furieux contre ton amour au centre d'une entente qui s'affole. Songe à la maison parfaite que tu ne verras jamais monter. À quand la récolte de l'abîme? Mais tu as crevé les yeux du lion. Tu crois voir passer la beauté au-dessus des lavandes noires. Qu'est-ce qui t'a hissé, une fois encore, un peu plus haut, sans te convaincre? Il n'y a pas de siège pur. Merci beaucoup Célia, on est toujours dans Radiocratie sur Radio Primitif, c'est tous les lundis de 18 à 19h, on est à peu près à la moitié de l'émission, et attention, on passe à la suite, jingle. Eh bien maintenant c'est le grand patron qui va nous lire son grand livre. Patron. Alors son livre, eh bien ça s'appelle Belle du Seigneur, j'imagine que vous connaissez, c'est Albert Cohen. On est dans les éditions Gallimard et c'est sorti en 1968. Derrière ça, nous aurons le droit au concerto pour clarinette deuxième mouvement Adagio La majeure de Mozart, qui a été écrit en 1791. Et c'est à toi Étienne. Les autres mettent des semaines et des mois pour arriver à aimer peu, et il leur faut des entretiens à des goûts communs et des cristallisations. Moi, ce fut le temps d'un battement de paupières. Dites-moi fou, mais croyez-moi, un battement de paupières. Et elle me regarda sans me voir, et ce fut la gloire et le printemps et le soleil et la mer tiède et sa transparence près du rivage de ma jeunesse revenue, et le monde était né. Et je sus que personne avant elle, ni Adrienne, ni Aude, ni Isolde, ni les autres de ma splendeur et jeunesse, toutes d'elles annonciatrices et servantes. Oui, personne avant elle, personne après elle, je le jure sur la sainte loi que je baise lorsque solennelle à la synagogue devant moi elle passe, d'or et de velours vêtue, 5 commandements de ce Dieu en qui je ne crois pas mais que je révère, follement fier de mon Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, et je frissonne en mes os lorsque j'entends son nom et ses paroles. Maintenant écoutez la merveille, lasse d'être mêlée aux ignobles, elle a fui la salle jacassante des chercheurs de relations, et elle est allée volontaire bannie dans le petit salon désert à côté. Elle, c'est vous, volontaire bannie comme moi, et elle ne savait pas que derrière les rideaux je la regardais. Alors écoutez, elle s'est approchée de la glace du petit salon, car elle a la manie des glaces, comme moi, manie des tristes et des solitaires, et alors seule, et ne se sachant pas vue, elle s'est approchée de la glace, et a baisé ses lèvres sur la glace. Notre premier baiser, mon amour. Oh ma sœur folle, aussitôt aimée, aussitôt mon aimée par ce baiser à elle-même donné. Oh l'élégance, oh ces longs cils recourbés dans la glace, et mon âme s'est accrochée à ces longs cils recourbés. Un battement de paupières, le temps d'un baiser sur une glace, et c'était elle à jamais. Dites-moi fou, mais croyez-moi. Voilà. Et lorsqu'elle s'est retournée dans la grande salle, je me suis
pas approcher d'elle. Je ne lui ai pas parlé, je n'ai pas voulu la traiter comme les autres. Une autre splendeur d'elle écoutée. Une fin d'après-midi, des semaines plus tard, je l'ai suivie le long du lac. Je l'ai vue qui s'est arrêtée pour parler à un vieux cheval attelé, et elle lui a parlé sérieusement, avec des égards, ma folle, comme à un oncle, et le vieux cheval faisait des hochements sagaces. Ensuite, la pluie a commencé, et elle a sorti une bâche, et elle a recouvert le vieux cheval avec des gestes de jeune mère, et alors écoutez, elle a embrassé le vieux cheval sur le cou, et elle lui a dû lui dire, je la connais, ma géniale, ma folle, elle a dû lui a dit qu'elle regrette, mais qu'elle doit le quitter parce qu'on l'attend à la maison. Mais sois tranquille, elle a dû lui a dit, ton maître va venir bientôt et tu seras au sec dans une bonne écurie bien chaude. Adieu mon chéri, elle a dû lui a dit, je la connais. Elle est partie. Une pitié dans le cœur, pitié pour ce vieux docile qui allait sans jamais protester, allait où son maître lui commandait, qui irait jusqu'en Espagne si son maître l'ordonnait. Adieu mon chéri, elle lui a dit, je la connais. Hantise d'elle jour après jour, depuis les soirs de destin. Oh elle, tous les charmes, oh les lancers merveilleuses de visage, oh ses yeux de brume piqués d'or, ses yeux trop écartés, oh ses commissures pensantes et sa lèvre lourde de pitié et d'intelligence. Oh elle que j'aime, oh son sourire d'arriéré lorsque, dissimulé derrière les rideaux de sa chambre, je la regardais et la connaissais en ses folies. Alpiniste de l'Himalaya en béret écossais à plumes de coq, reine des bêtes d'un carton sorti, comme moi, de ses ridicules jouissants. Oh ma géniale et ma sœur, à moi seule destinée, et pour moi conçue, et bénie soit ta mère, oh ta beauté me confond, oh tendre folie et effrayante joie lorsque tu me regardes, ivre quand tu me regardes, ô nuit, ô amour de moi en moi, sans cesse enclose et sans cesse de moi sortie, contemplée, de nouveau pliée en mon cœur, enfermée et gardée. Ô elle dans mes sommeils, aimante dans mes sommeils, tendre complice dans mes sommeils. Ô elle dont j'écris le nom avec mon doigt sur l'air ou dans mes solitudes, sur une feuille, alors je retourne le nom, mais j'en garde les lettres et je les mêle, et j'en fais des noms tahitiens, noms de tous les charmes. Rianea, Enira, Raneira, Aneira, Neira, Niaera, Ireana, Enaira, tous les noms de mon amour. Ô elle dont je dis le nom sacré dans mes marches solitaires et mes rondes autour de la maison où elle dort, et je veille sur son sommeil, et elle ne le sait pas, et je dis son nom aux arbres confidents, et je leur dis, fous des longs cils recourbés, que j'aime et celle que j'aime, et qui m'aimera, car je l'aime comme nul autre ne saura. Et pourquoi ne m'aimerait-elle pas, celle qui peu d'amour, mais aimer un crapaud, et elle m'aimera, la non-pareille m'aimera. Et chaque soir j'attendrai tellement l'heure de la revoir, et je me ferai beau pour lui plaire, je me raserai de si près pour lui plaire, et je me baignerai longtemps pour que le temps passe plus vite, et tout le temps penser à elle, et bientôt ce sera l'heure, ô merveille, ô chant dans l'auto qui vers elle me mènera, vers elle qui m'attendra, vers de longs cils étoilés, ô ce regard tout à l'heure lorsque j'arriverai, elle sur le seuil m'attendant, élancée et de blanc vêtue, prête et belle pour moi, prête et craignant d'abîmer sa beauté si je tarde, et allant voir sa beauté dans la glace, voir si sa beauté est toujours là et parfaite, et puis revenant sur le seuil et m'attendant en amour, émouvante sur le sol et sous les roses, ô tendre nuit, ô jeunesse revenue, ô merveille lorsque je serai devant elle, ô son regard, ô notre amour, et elle s'inclinera sur ma main, paysanne devenue. Ô merveille de son baiser sur ma main, et elle relèvera la tête, et nos regards s'aimeront, et nous sourirons de tant nous aimer, toi et moi. Merci Étienne. Pourvu qu'elle trouve pas ridicule la phrase marquée sur mon pull, pourvu que je lise pas dans ses yeux que ma casquette c'est pour les vieux, pourvu qu'il n'y ait pas un énorme blanc dès que je prononce intermittent, pourvu qu'elle prenne pas le premier train quand je vais lui dire je m'appelle Gauvin, pourvu qu'elle me trouve pas couillon chaque fois que je cite le dîner de con, pourvu qu'elle connaisse Coq en stock et quelques jurons de haddock, pourvu qu'elle ait le sens de l'amour et qu'on n'ait pas de chagrin d'humour, pourvu qu'elle digère bien les huîtres, pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre, pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre, pourvu qu'elle lise les cartes Michelin, pourvu qu'on s'échange nos bouquins, pourvu qu'elle vole mon marque-page et qu'elle soit pas trop maquillage,
pourvu qu'elle parle à mes copains, pour que ça devienne ensuite les siens, pourvu que son père soit pas le sosie d'Éric Zemmour, je vous en supplie. Pourvu qu'elle sache qui est le preste, pourvu qu'elle vote pas pour la peste, pourvu qu'elle s'entoure d'une écharpe, que je respire avant qu'elle parte, pourvu qu'elle ait la larme facile, pourvu que ce soit une cinéphile, pourvu qu'elle prenne tous les coussins, comme il est touchant d'Aroussin. Comme il est touchant d'Aroussin. Pourvu que ce soit le genre de compagne qui part sur les routes de campagne, où deux voitures peuvent pas se croiser, les bottes de foin, les bottes aux pieds. Pourvu qu'elle soit aussi de celles qui pensent à remplir leur cervelle, qu'elle penche plutôt vers Modiano, qu'elle pense pas trop vers Morano. Pourvu qu'elle veuille beaucoup de gamins, c'est dingue d'avoir des si petites mains. Pourvu qu'elle se moque un peu de moi, sur ma coupe au bol d'autrefois. Pourvu qu'elle pianote le matin, la BO d'Amélie Poulain. Et pourvu qu'elle aime cette chanson, autant que la voix de Gérard Darmon. Alors, toujours dans Radiocratie sur Radio Primitive, c'est tous les lundis de 18 à 19h. Et donc, on est ensemble jusqu'à 19h et une émission spéciale littérature. Et ce qu'on vient d'écouter, c'est un jeune homme que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui s'appelle Gauvin Serre. Serre, S-E-R-S, et Gauvin comme Gauvin le chevalier de la table ronde. Et donc c'est une petite exclue parce qu'il a toujours pas de maison de disques, il a toujours pas de label. Donc s'il pouvait en trouver un très vite, ce serait cool parce que c'est quelqu'un qui est super talentueux, qui fait de la chanson française comme ça. Vous pouvez aller l'écouter sur YouTube, il y a quand même quelques trucs qui sont vraiment pas mal. Et j'avais envie de vous le faire partager. Je lui ai écrit pour lui demander l'autorisation de la diffusion et j'ai eu l'autorisation. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous faire découvrir ça. Julien, rebonjour. Rebonjour. Alors Julien, tu vas nous lire deux petites lectures deux petits extraits de science-fiction. Alors le premier, c'est un livre qui s'appelle La zone du dehors de Alain Damasio, publié aux excellentes éditions de La Volte. Et on va entendre en même temps une musique qui s'appelle Intermédio de Elio. C'est parti Julien. D'une certaine façon, je dirige La Volte. Tu diriges ? Je croyais que La Volte n'avait pas de chef. Prends diriger au sens d'orienter, si tu préfères. Je fais partie du Bosquet. Qu'est-ce que c'est que ça, le Bosquet ? C'est le poumon du mouvement. Nous sommes 5. Dans la mesure du possible, nous essayons de coordonner les actions, d'ajuster ensemble les forces pour qu'elles se cumulent, plutôt que de s'annuler. On impulse des idées. On organise les débats en assemblée large. Bref, on tente de donner un minimum d'efficacité au joyeux bordel du mouvement. Dès que la conversation s'était faite plus précise, Capt avait mis de la musique. Il venait de poser un des haut-parleurs sur ses genoux. Dire ce qui en sortait, réussir à en extraire une note ou un accord, était-ce envisageable ? Revenait pour ma sensibilité de musicienne à remonter à la nage un torrent de vomi. Vainement, je cherchais un sens à ces coulures de métal éraillé, à ce flot rouillé de stridence, à ces brouhahas, cris, larcènes, bruits de marteau qui fracassaient le rythme, hors de toute mesure. Comment pouvait-il écouter cela ? Il lui fallait du bruit pour couvrir sa voix, soit, et piégé par là d'hypothétiques micros. Mais pourquoi m'imposer cette monstruosité sonore ? Je crois que tes amis peuvent dormir avec un bruit pareil. Tu ne voudrais pas mettre du classique, du soap ? Ce serait plus reposant. Je suis éreinté. Le classique, il y a trop de silence, trop mou, c'est mauvais. J'aime qu'on donne une voix à de l'acier, aux minerais qu'on torture pour en faire des poutres et des pilonnements. Là, si tu écoutes, tu entends le chrome brut qui résiste, qui s'arc-boute, qui grince. Suis les guitares, elles découpent des plaques à coups de riff. Elles scient, et en contrepoint, les larcènes, le synthé, eh bien, ils rendent la rage. La matière première qu'il hurle devant le lamineur. N'importe quoi, je le laissais parler, mais à ma mine amusée, il comprit que je me moquais de lui, et il n'alla pas plus loin. Il enchaîna sans rancune sur La Volte. Et ce qu'il me raconta, alors, me fit oublier son mauvais goût flagrant et son oreille de barbare. Il parla près d'une heure sans s'arrêter, sans que je l'interrompe. Et je ne songeais même pas à le faire tant son histoire me captivait. Au bout d'une heure, je ne pouvais plus le regarder de la même façon. Il avait grandi, épaissi, mûri.
Une drôle de veine verticale que pour la première fois je remarquais saillit d'entre ses sourcils jusqu'à son grand front, et à chaque difficulté qu'il affrontait, elle se mettait à respirer. Plus il réfléchissait, plus la veine enflait, plus elle devenait artère et grossissait. Par éclair, j'eus la vision d'un tuyau qui irriguait son cerveau, qui faisait affluer les volumes considérables de sang dont il alimentait sa puissance intellectuelle. Son corps en semblait tari, et toute l'énergie concentrée dans sa tête, son front se plissait, vibrait, et sa voix jaillissait, bien timbrée, avec baisse ou des tonalités sourdes qui se noyaient dans la fureur rad-rock. À certains moments, il se levait, serrait une balle dans ses mains et la lançait contre le mur avec force, tout en parlant, le haut-parleur coincé sur l'épaule. Il semblait oublier ma présence, ne me regardait plus, et subitement se rasseyait, me regardait à nouveau, souriait, au rythme de ses pensées. Mais, quoi qu'il fît, il était toujours là, intense, et lors même que son corps s'envachissait sur le lit, s'avachissait, que ses yeux s'éteignaient, sa voix cinglait encore et son front frappait les concepts comme des balles. Il me raconta l'essentiel de la Volte, son histoire, ses courants, ses actions. Je comprenais à l'écouter à quel point les médias avaient cherché à défigurer la réalité du mouvement, car c'était un mouvement, et pas un parti, ce à quoi ils s'efforçaient de le réduire. Et avec quelle violence Caste les combattait, eux, et les 1 et 2 lettrés, toute la frange gouvernementale, les hauts esclaves, les journalistes et les industriels, ce qu'on aurait appelé le système autrefois. Merci beaucoup Julien pour cette lecture de La Zone du dehors de Damasio, qui est un livre excellent d'ailleurs, que je vous conseille, que j'avais lu il y a quelques années. Julien, on va continuer avec toi. Tu vas nous lire un extrait de 1984, le chef-d'œuvre de George Orwell, et la musique qu'on va entendre, c'est Gustavo Santaolalla, et ça s'appelle The Last of Us Men. Julien, c'est parti pour George Orwell, on t'écoute, fais-nous le revivre un petit peu. Alors je vais juste faire je vais prendre le début de l'œuvre. Bien sûr, tout simplement. C'était une journée d'avril, froide et claire. Les horloges sonnaient 13 heures. Winston Smith, le menton rentré dans le cou, s'efforçait d'éviter le vent mauvais. Il passa rapidement la porte vitrée du bloc des Maisons de la Victoire. Pas assez rapidement cependant pour empêcher que s'engouffre en même temps que lui un tourbillon de poussière et de sable. Le hall sentait le chou cuit et le vieux tapis. À l'une de ses extrémités, une affiche de couleur, trop vaste pour ce déploiement intérieur, était clouée au mur. Elle représentait simplement un énorme visage, large de plus d'1 mètre, le visage d'un homme d'environ 45 ans, à l'épaisse moustache noire, aux traits accentués et beaux. Winston se dirigea vers l'escalier. Il était inutile d'essayer de prendre l'ascenseur. Même aux meilleures époques, il fonctionnait rarement. Actuellement d'ailleurs, le courant électrique était coupé dans la journée. C'était une des mesures d'économie prises en vue de la semaine de la haine. Son appartement était au 7e. Winston, qui avait 39 ans et souffrait d'un ulcère variqueux au-dessus de la cheville droite, montait lentement. Il s'arrêta plusieurs fois en chemin pour se reposer. À chaque palier, sur une affiche collée au mur, face à la cage de l'ascenseur, l'énorme visage vous fixait du regard. C'était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblent suivre celui qui passe. Une légende, sous le portrait, disait « Big Brother vous regarde ». À l'intérieur de l'appartement de Winston, une voix sucrée faisait entendre une série de nombres qui avaient trait à la production de la fonte. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue, miroir terne encastré dans le mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix diminuait le volume. Mais les mots étaient encore distincts. Le son de l'appareil, du télécran comme on disait, pouvait être assourdi. Mais il n'y avait aucun moyen de l'éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre. Il était de stature frêle, plutôt petite, et sa maigreur était soulignée par la combinaison bleue uniforme du parti. Il avait les cheveux très blonds, le visage naturellement sanguin, la peau durcie par le savon grossier et les lames de rasoir émoussées, et le froid de l'hiver qui venait de prendre fin. Au dehors même, à travers le carreau de la fenêtre fermée, le monde paraissait froid. Dans la rue, de petits remous de vent faisaient tourner en spirale la poussière et le papier déchiré. Bien que le soleil brillât et que le ciel fût d'un bleu dur, tout semblait décoloré, hormis les affiches collées partout. De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixait du regard. Il y en avait un sur le mur d'en face. « Big Brother vous regarde », répétait la légende. Tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston. Au niveau de la rue, une autre affiche, dont un angle était déchiré, battait par à-coups dans le vent, couvrant et découvrant alternativement un seul mot, Hang Sok. Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche bleue, puis repartit comme une flèche dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas d'importance. Seule comptait la police de la pensée. Merci beaucoup Julien pour cette lecture de 1984 de George Orwell. Et donc, on passe à la suite.
Toujours dans Radiocratie sur Radio Primitive. Radio Primitive, c'est 92.4 à Reims et aussi via le site radioprimitive.fr partout dans le monde entier, dans l'univers. Et Radiocratie, c'est tous les lundis de 18 à 19h et on est également rediffusé le dimanche à 18h. Et vous pouvez retrouver notre page Facebook qui s'appelle Radiocratie tout simplement. Pareil pour notre chaîne YouTube qui s'appelle Radiocratie. Vous pouvez toujours nous envoyer un mail, que ce soit sur Gmail ou sur YouTube, si vous souhaitez compléter, contester quelque chose ou nous dire qu'on est géniaux, vous avez le droit aussi. Hein. Et on va retrouver Célia avec une lecture de Georges Picard qui s'appelle Du bon usage de l'ivresse aux éditions Corti. C'est sorti en 2005, est-ce que je me trompe pas? Tout à fait. Tout à fait. Et on va entendre New Jazz Transatlantique de Quantique également. Célia, c'est parti. Il ne m'est jamais arrivé de croire que l'ivresse soit un moyen de combattre l'ennui pour la raison que je ne m'ennuie guère, très peu souvent et jamais longtemps. Mais que l'ivresse soit plus un moyen qu'une fin n'est pas absolument prouvé. On peut avoir envie de s'enivrer sans véritable raison, ou pour la raison légère de se sentir léger. Boire procure une illusion éphémère qui n'est pas sans agrément. Mais peut-être y a-t-il quand même une autre de plus dans ce désir d'étourdissement. Je ne suis pas du genre à rouler sous la table, ni même à picoler très souvent. Trop boire tue la soif et anesthésie les sensations fines. Mauvais chemin. Il faut plutôt se mettre en disposition et s'arrêter très vite en évitant les alcools forts qui abrutissent. Un verre de bon vin a ma préférence. J'affirme qu'il est d'une grande conséquence de ne s'enivrer qu'à un moment choisi, après s'être débarrassé de ses soucis, car à les prendre avec soi, on est à peu près sûr de les excéder jusqu'au pessimisme. Mieux vaut s'enivrer quand on est heureux. La tristesse déteint partout et décolore tout. Le vin triste est une malédiction. L'ivresse permanente aussi. Je le soutiens contre Baudelaire et son comminatoire. Ouvrez les guillemets. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Fermez les guillemets. Certes, il précise que l'on peut s'enivrer de vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Mais l'ivresse permanente, même l'ivresse de poésie, est saoulante à la longue. Je prends le contre-pied de cette curieuse hygiène existentielle, d'un romantisme quelque peu exalté, qui conduirait, si on pouvait l'appliquer, à une espèce de folie monotone et vite retombante. L'idée serait plutôt de s'enivrer rarement pour conserver de la fraîcheur aux sensations aériennes et colorées que procure une ivresse maîtrisée. Ce n'est pas tout à fait un art, ni même une technique, c'est presque déjà une esthétique. Peut-être suffirait-il de s'enivrer 10 fois dans sa vie, à condition de préparer ses expériences et d'en exploiter ensuite intensément le souvenir. L'époque ne nous y prépare guère, qui nous voue au quantitatif, à la répétition boulimique et morose de la consommation réplétive. S'enivrer. Vous voulez dire se saouler, se beurrer, se torcher, qui croit que se cuiter étanchera jamais une certaine soif, peut cuver sans moi. Non que je sois moi-même toujours capable d'une telle économie vitale, je ne peux qu'envier les vrais épicuriens, puristes du plaisir mesuré. Comme la majorité des gens, sans doute, je goûte mal à la vie, faute d'un clair parti pris. Quand on ne peut contraindre ses appétits, au moins devrait-on avoir la ressource de les déchaîner à la façon rabelaisienne, buvant pour la soif, advenir et éternellement. Au lieu de quoi, nous buvons la plupart du temps sans authenticité ni conscience, rarement à la bonne mesure. Comment tirer philosophie de ce train médiocre? Si les dieux n'ont plus soif, c'est que nos libations ne les sollicitent plus. Les dieux antiques s'enivraient pour exalter le lyrisme surnaturel de leurs états. En contrepartie, les hommes s'enivraient pour glorifier les dieux et participer à la griserie dionysiaque de la création. C'était le temps héroïque des ivresses magiques. Dans un monde matérialiste, l'hydromel est un breuvage de dupes. Quant au sang du Seigneur, il y a belle lurette qu'il n'irrigue plus que les esprits complaisants envers un sacré de routine. Même la dive bouteille provoque des aigreurs aux derniers fidèles de Bacchus. Boire a été rabaissé à un acte social et économique, provoquant des injonctions hygiéniques dont le but déclaré est la préservation de l'équilibre budgétaire de la Sécu. Pour le dire clairement, je me fous de la santé publique. Cette santé-là n'est qu'une affaire de statistiques pour laquelle les corps ont la minceur d'unités arithmétiques. Je préfère boire au corps vivant, chaud, frissonnant, éphémère, singulier. Le sacré, c'est la réalité de ce corps qui passe, si présent et bientôt éternellement absent. Je n'en vois pas d'autre.
Voilà. Merci beaucoup Célia. On arrive en fin d'émission et on va aller prendre l'apéro après. Donc bon. Merci beaucoup Célia. C'était New Jazz Transatlantique de Quantique que vous avez entendu en fond. Juliette, on te retrouve. Tu as commencé, tu vas finir, sauf si on a le temps encore un peu après. Tu vas nous lire. Si je me dépêche, il paraît qu'on a le droit du Flaubert. Voilà. Ça s'appelle. Alors, je te laisse présenter parce que j'ai peur de mal présenter. En fait, moi aussi j'ai mal de présenter, mais bon. De mal prononcer surtout. Oui, c'est hyper dur. J'y arrive pas. Et en fait, j'ai entendu personne dire son nom. En fait, je l'ai jamais entendu à la radio ni rien. Donc on va essayer. Il s'appelle Okot Pébitek et le livre, enfin la chanson, ça s'appelle La chanson de Lawino. Et c'est publié chez Présence Africaine, qui est un très très bon éditeur de textes, de romans, de contes, de chants, de traditionnels africains. C'est super, Présence Africaine. Alors oui, donc en fait finalement il y a eu un instant Japon et puis finalement j'ai l'impression qu'on aurait pu faire un instant africain, mais une prochaine fois. Oui, donc alors c'est sorti en 1965 et j'aime bien En fait c'est un chant. C'est un chant un peu douloureux, un peu lyrique d'une femme en fait qui est délaissée par son mari. Donc ils viennent d'une tribu qui s'appelle les Asholi et son mari a laissé des clés en Angleterre. Donc faut quand même imaginer que ça a été écrit en 1965. Et du coup il se moque d'elle parce qu'elle serait finalement primitive et que lui serait éduqué. Et donc il est tout de même polygame, hein. Malgré son éducation. Et donc en fait ce roman, ce livre, ce poème, c'est que un cri douloureux de cette femme et je trouve qu'il y a aussi un peu une pincée d'humour. Donc là je vais vous lire le chapitre 2 et ça s'appelle La femme avec laquelle je partage mon mari. Alors le personnage, l'homme qui a plusieurs femmes et qui est très éduqué, s'appelle Okol. Et donc, Okol ne supporte plus les femmes qui ont le genre d'autrefois. Il est amoureux d'une femme moderne. Il est amoureux d'une fille qui parle anglais. Quand je pense qu'il n'y a pas encore si longtemps, on allait s'asseoir ensemble l'un tout contre l'autre, je jouais de la harpe recourbée en chantant les louanges de mon bien-aimé, et il me jurait qu'il aurait toujours confiance en moi, je l'admirais de parler anglais. Mais Okol n'est plus amoureux du genre d'autrefois. Il est amoureux d'une fille moderne. Clémentine, elle s'appelle. Il faut la voir, la Clémentine. Elle s'est mise en tête de ressembler à une blanche. Ses lèvres sont comme si on les avait chauffées au rouge, on dirait 2 braises. On croirait voir le chat sauvage quand il s'est plongé le museau dans le sang. Sa bouche est un chancre écorché, un ulcère béant, une vraie bouche de démon et elle se passe de la poudre sur le visage. Ça lui fait une tête aussi plate que celle du sorcier quand elle se prépare pour la danse de minuit. Elle se répand de la poussière de cendre sur tout le visage. Quand des petites gouttes de sueur commencent à se former sur sa peau, on la prendrait pour une pintade. Moi, l'odeur du savon au phénol me donne mal au cœur et l'odeur de la poudre dérange les esprits que j'ai dans la tête. On est obligé d'aller chercher une chèvre chez le frère de ma mère pour faire un sacrifice et de jouer la danse des esprits sur les tam-tams jusqu'à ce que l'esprit s'apaise et que j'ai retrouvé la paix. Je n'aime pas me mettre de la poudre, ça va sur les peaux roses parce qu'elles sont déjà claires, mais quand une femme noire s'en sert, on dirait qu'elle a la dysenterie. Tina a l'air d'une malade, elle a des gestes d'une lanterne, elle me fait pitié à voir. Elle utilise un produit qui lui a rongé le visage, la peau est partie, la chair est à vif, c'est rouge comme la peau fragile du bébé qui vient de naître. Et elle croit que c'est beau, parce que ça ressemble au visage d'une blanche. On a l'impression de voir une hyène, et elle est aussi horrible. Elle a gardé au bras et au cou sa vraie peau humaine. C'est comme si la foudre lui était tombée dessus, comme si elle avait été roussie. Comme le congoni pendant une chasse. Alors, le congoni, c'est quoi? Le congoni est une sorte d'antilope qu'on débusque en mettant le feu aux herbes dans lesquelles elle se cache. Je continue un peu. Vas-y, vas-y. Vas-y. Avec ses lèvres qui ont l'air de saigner, ses cheveux longs et sa grosse tête de chouette, elle ressemble à une sorcière. Elle fait penser aux filles tombées folles qu'il faut emmener au sanctuaire du clan. Et se coud comme une corde, maigre, long, décharné et se teint pâle de malade. Petit aparté, je ne sais pas si vous remarquez, c'est vraiment incroyable parce ça a été écrit d'abord dans sa langue Asholi, on va dire, dans la langue des Asholi, puis après traduit en anglais, puis après traduit en français. Mais on sent vraiment une vraie marque littéraire francophone au final qu'on a pu retrouver chez Sonia Boutanzi. C'est-à-dire que les expressions et les mots en fait appartiennent vraiment en fait à cette femme et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce roman. Est-ce que je continue ou Si tu veux, tu as le temps de nous en lire un petit. Vas-y. Je sais pas. Enfin, bon, vas-y. C'est tellement charmant. Ouais, et puis gentil. moi, j'aime bien la littérature africaine parce que il y a toujours des expressions qu'on n'a pas chez nous.
Bon, bah, des comparaisons, choses comme ça, c'est super bien. Je vais changer de chapitre. Vas-y, vous inquiétez pas, Juliette arrive, elle est juste en train de feuilleter un petit peu le livre, mais ça arrive. Ça s'entend au micro. Je sais pas si ça s'entend. C'est tout l'avantage des littératures asiatiques, africaines et américaines du Sud. C'est pas du tout notre culture, donc c'est vraiment autre chose. Oui, c'est vrai. Et puis aussi, du coup, son mari est devenu croyant. Il lit la Bible, il lit l'Évangile, et donc ça aussi, ça devient un grand problème. D'accord. Eh bien alors voilà, tu as trouvé ton texte. Ouais, je sais pas. Enfin... Vas-y, on écoute. Allez, pour terminer cette émission, c'est très bien, un petit peu de voyage. Alors, j'ignore la bonne parole du livre. D'ailleurs, on en reparlera après. Mon mari me méprise parce qu'il dit que je ne suis qu'une païenne et que je ne connais pas les voies de Dieu. Il dit que j'ignore la bonne parole du livre pur, que je n'ai pas de nom chrétien. Il ne peut plus me supporter parce que j'ai un jock dans la tête et que j'aime aller voir le prêtre devin, comme ma mère. Il dit qu'il a honte de moi quand il voit le jock que j'ai dans la tête me renverser à terre comme si j'avais une crise lorsque quelque chose l'a contrarié. Il se moque de moi parce que je ne sais pas faire correctement le signe de croix au nom du Père et du Fils et de l'Esprit pur. Et parce que je ne comprends pas la confession, que j'ai peur du padré avec sa barbe en broussailles et son gros ventre devant qui les gens s'agenouillent quand il prie. J'ai refusé d'aller à la classe de catéchisme protestant parce que je ne voulais pas devenir une domestique, je ne voulais pas devenir l'esclave d'une femme avec laquelle j'aurais peut-être à partager un homme. Il faut les voir comment elles travaillent, les filles, pour s'acheter un nom. On se cache l'échine à tirer l'eau. Pour les femmes, des professeurs, on a la peau des mains qui durcit et qui pèle à force de moudre leur millet et leur sésame. On bine leurs champs, on fend leur bois, on coupe de l'herbe pour couvrir leur toit et pour prendre leur feu. J'entends de la musique. C'est rien, c'est la sonnette de la radio. Et on passe de la bouse de vache et de la terre noire sur le sol de leur maison, on moissonne leur récolte. Et quand elles mangent, elles vous disent d'aller jouer au jeu de la planche sous le manguier. Enfin bon, voilà, c'est un livre que je vous conseille, c'est magnifique. Et c'est une belle rappelle-nous le titre. Alors c'est la chanson de Lawino de Okot Tech, peut-être que ce sera indiqué. La chanson de Lawino, oui, on pourra le noter aussi sur le je pense podcast. Qu'il faut indiquer tous les livres qu'on a lus. Pour trouver l'éditeur, c'est Présence africaine, donc c'est un petit peu long à voir s'il faut le commander, mais c'est vraiment super. En tout cas, merci beaucoup Juliette, merci à tous. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir écouté nos lectures sur Radio Primitive. Merci au régisseur de Radiocratie, Boris en régie. Merci aux chroniqueurs de Radiocratie qui étaient aujourd'hui Juliette, Célia, Julien et Polo. Vous pouvez retrouver nos podcasts et d'autres infos sur nos chaînes YouTube et pages Facebook qui s'appellent toutes les deux Radiocratie tout simplement. On était en direct depuis le studio, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission musicale de Radiocratie sur la vie païenne de Marie et Joseph avec Juliette. Oh, attendez, non. Sur l'histoire d'amour entre Marie et Joseph. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Tout de suite, c'est les Grégor et toute son équipe. On leur laisse la place en studio pendant que notre générique de fin est aujourd'hui le canon de Pachelbel, évidemment. À la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Ciao.